Hanan Picho, bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast Entre nous de Ras Hanout. Donc moi c'est Salim. Alors je vais essayer de vous présenter, vous me dites si c'est bien ça. Et donc Hanan, toi tu as commencé les ateliers théâtre il y a 3 ans ici à Ras Hanout. Oui, c'est ça. Voilà, en 2023 du coup. Voilà. Et à côté de ça tu étudies en sciences de la famille. Et puis maintenant, tu joues aussi dans des pièces de théâtre, théâtre forum, comme l'Ifet Met. Et Picho, toi, tu viens du monde du hip-hop. Exact. Tu as travaillé aussi dans l'audiovisuel, mais tu es surtout sur scène. Okay. En tant que comédien, metteur en scène. Donc, tes créations, c'est Amour et Livre. Et moi, je t'ai connu aussi dans Kuziki Lisa, L'Expérience Pi, Fire. Ouais. Voilà, il y a pas mal d'artistes associés au KVS. Et je vous laisse me présenter. Du coup, Salim, tu es le fondateur de Ras Hanout, Allez. qui a été créé il y a de cela 15 ans. À côté de cela, tu joues aussi dans la pièce Ma'andi Magoul, dans laquelle... Ma'andi Mangoul. 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 Du coup, dans laquelle tu prépares un tagine en parlant de la police. Tu es père de famille aussi. Picho, vas-y, je te laisse continuer. Ici, il aime le vélo. Ouais. J'ai essayé de le convaincre de faire de la trottinette, mais jamais. Ah, mais moi, je l'ai déjà fait, trottinette. Ouais, c'est rare, c'est rare. Si, c'est en... Au tout début, là, qu'on a commencé à travailler ensemble, il disait trottinette, jamais. Non, vélo, ouais, non, trottinette, non, c'est et dangereux. plus en vélo, Ouais. puis voilà, acteur principal dans la pièce Replay, Dont tu es le metteur en scène. dont je suis metteur en scène avec Mike Van Elfen. Yes. Metteur en scène aussi. Ouais. Voilà, et puis grand organisateur, directeur de la structure Ras Hanout. Ouais. Très bien, merci. On va un peu parler de nos parcours. On va un peu parler de ce que fait Ras Hanout actuellement. Donc, comme vous le savez probablement, on est en train de faire un grand remplacement de la toiture de l'épicerie. Ok, Donc, c'est autre chose. De la scène théâtrale, de la scène culturelle, belge. Voyons. On fait un reset. Donc, on est en train de faire une grande rénovation parce que l'épicerie, comme vous le savez, c'est le QG de Ras Hanout. C'est un ancien dépôt communal qu'on a racheté. On a commencé à aménager là il y a 10 ans. On est propriétaire depuis quelques années pendant le Covid. Et là, on veut vraiment finir parce que tout ce qu'on faisait avant était détruit parce que la toiture était pas isolée. Il y avait plein de fuites, etc. Donc là, on construit une toute nouvelle salle de théâtre de 128 places. Et le thème qu'on a choisi pour cette campagne, c'est la baraka. Donc cette épicerie, c'est la maison de la baraka qui permet à des jeunes de vaincre un peu leur timidité, la baraka qui permet à des spectateurs, spectatrices de se sentir reconnus, valorisés sur scène, la baraka du lien qu'on crée dans la société. Et on va en parler un petit peu plus, mais d'abord je voulais savoir comment, je vais commencer par toi Hanan, comment est-ce que tu as rencontré Ras Hanout? Comment ça s'est passé? Alors, du coup, je faisais mon stage en assistante sociale dans une AMO et je devais organiser une activité pour des jeunes. Et on m'avait parlé vite fait de Ras Hanout. On m'avait parlé, il me semble, de l'Ifet Met. Allez. Une personne qui avait été voir l'Ifet Met, il me semble. Et je m'étais renseignée, du coup, je m'étais dit, mais pourquoi pas aller voir Parloir? Malheureusement, Parloir... Comment t'as parlé de l'Ifet Met? Tu t'es dit, ça mais c'est mort. Donc... Il me semble qu'il n'y avait pas de programmation ou un truc comme ça. Mais en tout cas, il y avait Parloir. Ouais. Mais Parloir a été annulé. Du coup, j'ai pas su découvrir Covid, Ras Hanout à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'était aussi la période de Covid. Du coup, ce qui s'est passé la première fois que j'ai découvert Ras Hanout, c'était avec la pièce de Adnan et sa cousine qui est Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Franchement, cette pièce, elle était... Adnan et Soumaya. Ouais, Adnan du coup et Soumaya. Cette pièce, elle était magnifique. En gros, du coup, c'était... Merci. C'était deux frères. Donc, un frère et sa sœur qui étaient très proches de base et qui, au fur et à mesure des années, se sont éloignés, se sont disputés. Malheureusement, ils ne se parlaient plus. Et ça a été malheureusement jusqu'à la mort de Soumaya où ils ne se parlaient toujours pas. Et pourquoi ça t'a parlé, cette pièce? Ça m'a parlé parce que, en fait, je me rends compte que c'est des histoires qui existent énormément. Moi, au moment où j'ai regardé cette pièce, je savais que ça existait,
mais je savais pas que ça existait aussi autre part. Ah. Je savais pas que c'était aussi vécu par, je vais dire, autant de monde, entre guillemets. Ouais. Et c'est un sujet, je dirais, assez tabou. On va pas forcément dire aux gens que entre frères et sœurs, on se parle plus forcément. Ou, Et c'est vrai que surtout dans cette pièce, on les suit depuis qu'ils sont oui. tout petits, tout C'est ça. bébés, enfants. Et à cet âge-là, tout est simple. C'est-à-dire que Ouais. même quand on se boute dessus, un quart d'heure plus tard, allez, c'est bon. On n'a même pas besoin de dire je te pardonne, parce que ça y est, on a oublié. Et au fur et à mesure, en fait, beaucoup de choses qui nous éloignent, etc. Et dans beaucoup de familles, ça existe. Et Ouais. puis voilà. Ok. Non, Très du bien. coup, c'était assez émouvant, mais marrant aussi à la fois. Ouais. C'est ça qui était vraiment sympa. C'est que, par exemple, à la C'était fin... sympa. Sympa. Franchement, on est bien intégrés ici. Il faut que tu attendes. Comment elle dit, c'est. Je suis arrivé en retard. Ah là là. Mais du coup, En plus, elle n'arrive jamais en retard. complètement. Machallah. Du coup, à la fin, la fille qui était morte, ça y est, à cause de toi. Elle était morte. Tu spoil la pièce, hein. C'est sûr qu'on la joue plus Ouais. maintenant. Enfin, Ouais. désolée. Hein. Mais du coup, même son frère, à ce moment-là, n'arrivait pas à lui dire « je t'aime ». Et elle se lève carrément de son cercueil. Elle lui dit « mais quoi? Même quand je suis morte, t'arrives pas à me dire « je t'aime ». Mais franchement, c'était chouette d'avoir un mix entre drame et pour rire, quoi. Tiens, la dernière vidéo qu'on a lancée de l'Ifet Smet, tu parles en riff. Oui. Comment est-ce qu'on dit je t'aime en riff? Enfin, pour une femme, du coup, on dit « Rserchum ». Et pour un homme, on dit... Enfin, un homme... Moi, je dis un homme. Rserchuk. Après, ça veut pas vraiment dire « je t'aime hein. ». Oui, parce qu'on m'a dit ça n'existe pas, le mot je t'aime en riff. Bon, pour eux, ça n'existe pas. Mais... ça veut plutôt dire je te veux. Ok. Et toi, Picho, c'est quoi, comment t'as connu Ras Hanout? Moi, je l'ai connu via des artistes avec lesquels vous avez collaboré, notamment Mohamed Houchen, que je connaissais depuis très très longtemps, à l'époque où il travaillait à Télé Bruxelles, qu'il avait même il avait une émission là-bas. On allait faire les fous quand on était jeunes. Il nous invitait et franchement, je crois que c'est quand le moment où tu t'es dit je suis plus jeune là. C'était quand ça? Ça fait un moment. Je crois que c'est quand tu écoutes la musique et tu dis il y a des choses que je comprends plus trop bien. Avant tu disais ouais je suis en avance, maintenant tu dis non je suis en retard. Et je vais y rester d'ailleurs. Ouais je crois. Non j'essaie quand même de comprendre mais c'est compliqué. Ok. Donc ouais on allait souvent à son émission et je crois que quelquefois il a dû regretter de nous inviter parce que il y avait des fois on n'était pas cacavette. Exactement. C'était son blaze. Et donc moi je le suivais pas mal dans ses activités artistiques et via lui en fait j'ai entendu parler de vous, j'ai rencontré aussi Yousra qui à l'époque travaillait aussi avec vous et je crois que la première fois que j'ai vu Ras El Hanout sur scène, en tout cas la compagnie, c'était à l'Espace Molière. Ça devait être en 2015, 2016, quelque chose comme ça. Mais j'avais déjà entendu parler de vous depuis je crois, depuis que vous aviez créé la structure. Et alors, qu'est-ce que tu as senti dans ce spectacle? Qu'est-ce que tu as senti au niveau du public? Moi, ce que je crois qu'à l'époque, moi, je revenais de ma tournée de ma tournée, parce que je travaillais beaucoup en France à l'époque. Et je revenais ici, à Bruxelles, et je sais que ce qui m'avait le plus impressionné, qui m'avait donné envie de rencontrer la compagnie, c'était de me dire, tiens, il y a une structure d'origine maghrébine, avec une forte identité musulmane, qui s'assume en tant que créateurs artistiques et qui ont envie de raconter leurs histoires sur scène. Et c'est quelque chose pour moi qui était tellement fort et inexistant à Bruxelles, quoi. Pour moi, un des grands changements artistiques pour moi à Bruxelles au niveau cinématographique, par exemple, c'est Les Barons de Ben Yadir. Pour moi, ça a été une grosse claque à tout niveau. Pourquoi? En fait, ça a été artistiquement d'abord, premièrement, et puis en termes de qu'est-ce que ça signifiait, quoi. D'avoir déjà en tête d'affiche
des têtes qu'on ne voit pas, qu'on voit que trop rarement déjà au cinéma, mais là c'est des têtes d'affiche, c'est eux les héros quoi, et que ça soit bien fait et d'avoir ce truc où en fait autant la communauté va voir, mais aussi des gens qui n'ont rien à voir avec la communauté, qui vont voir et qui disent waouh, c'est génial. Les gens applaudissaient au cinéma. Ils applaudissaient à la fin du film. Ouais. Mais je ne parle pas des premières où il y a les réals, etc. Non, il n'y a personne. Non. Moi, j'étais à une séance à 10h du soir et tout le monde applaudit. Ils applaudissent. Il n'y a personne pour recevoir ces applaudissements, mais ils applaudissent quand même. Pour moi, ça a été une révolution. Les gens ne se rendent pas compte, hein, mais moi, les Barons, ça vraiment... c'est pour ça que ça a été un honneur pour moi. Là, je joue dans les Baronnes. Je t'ai pas vu dans la bande-annonce. Ouais, je ne suis pas dans la bande-annonce. Je n'ai pas le premier rôle. Mais vraiment, je crois que c'est fait... ça, je ne l'ai pas dit. Mais... Ben Yadir, c'était un des metteurs en scène avec qui, enfin des réalisateurs avec qui on disait si tu as envie de jouer avec un réalisateur belge, qui ce serait, bah, pour moi c'était lui, à cause de la symbolique de ce que signifiaient les Barons pour moi en fait. Et c'est très fort. Et je pense que c'est aussi un peu, il y a quelque chose de cet ordre-là au sein de Ras El Hanout pour moi. Okay. Alors, toi, tu t'es inscrit aux ateliers théâtre, comme je disais en intro, et tu en as fait un premier, puis un deuxième. Là, tu as ton quatrième atelier, je crois. Ouais. Voilà, raconte un peu, qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu fais tous ces ateliers? De base, j'avais commencé juste pour sortir de ma zone de confort. Déjà, en secondaire, j'aimais beaucoup le théâtre. Mais je ne m'étais jamais réellement penchée là-dessus. Mais à côté de ça, le théâtre, j'associais aussi un peu au théâtre. C'était pas... théâtre, j'associais le théâtre au théâtre. Mais du coup, je m'étais dit, mais j'avais vu sur le site... Attends, c'est quoi le théâtre? C'est le théâtre qu'on... à l'école. J'adore ça. C'est vrai. Théâtre, on nous emmenait en secondaire ou à l'école primaire, on se faisait chier. On se disait, mais on s'embêtait. Ah, désolé. On s'embêtait, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait là? On comprend presque rien et on s'ennuie, quoi. C'est formidable, c'est du vrai théâtre. Ça interpelle, hein. Si tu comprends pas, c'est que oui, il y a un petit... encore, ça travaille pas. Mais du coup, j'avais vu le post sur Instagram de Ras El Hanout qui proposait des cours d'initiation et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, test. J'ai commencé du coup à Bizet et moi, avec Kautar. Et moi, au début, en tout cas, je me rappelle, j'étais devant la porte et je me disais, Hanan, il est encore temps de faire marche arrière, en tout cas. Je me suis dit, mais pour finir, il a fallu que je croise directement Kautar et que je me sente vraiment bien. Au point où je me suis réinscrite 4 fois de suite. Ça m'a pas dérangé de me réinscrire à chaque fois dans le même atelier parce que c'était chaque fois du coup un prof différent. On apprenait à chaque fois des choses différentes et je rencontrais d'autres personnes tout aussi formidables. Le théâtre, ce que ça m'a appris, ça m'a permis à mieux communiquer. Je communique, je dirais... je me sens à l'aise quand je communique. À l'école, j'ai plus de facilité à faire des oraux. À côté de ça, je dirais... tu me parlais justement d'un oral en éthique ou En éthique, oui, où du coup, c'était est-ce qu'on est pour ou contre la stérilisation forcée? Moi, et du coup, la prof avait choisi, j'étais dans le groupe qui était pour. Mais je me suis dit, c'est pas grave, Hanan, affirme-toi, on va leur faire croire que c'est possible. Et j'ai été devant la salle, la classe plutôt, et j'ai joué à fond mon rôle. Et je me suis dit, ça, par contre, c'est grâce au théâtre. Et à côté de ça, moi, je dirais le plus important, c'est que le théâtre, ça m'a permis de comment on dit ça, allez, j'ai un mot, de m'affirmer en tant que femme musulmane. En fait, moi, la première fois que j'ai vu Kautar, elle m'a dit salam alaikum. C'est un vrai truc, hein. C'est un vrai truc, mais pour moi, c'était... Genre, elle me dit salam. On est au théâtre, pour moi, c'était quelque chose de dingue qui était en train de se passer. Et au fur et à mesure, en fait, chaque personne que je croisais à Arras me disait salam alaikum, et c'était... pour moi, c'était quelque chose de dingue. Parce que, par exemple, quand je vais à l'hôpital et je croise une femme voilée à côté de moi, on ne va pas forcément se dire salam alaikum, des fois, on se dit même bonjour. Bonjour. Et ça m'a permis de m'affirmer en tant que femme musulmane où, au contraire, en fait, je suis fière de la femme musulmane que je suis.
Et le salam alaikum, je vais le dire à toutes les femmes musulmanes que je vais croiser, quoi. Il n'y a pas cette... je sais pas, de dire salam alaikum en public. Et quand on le dit, on n'a pas fait un truc de dingue. Mais non, on a pas juste du dit tout. salam alaikum. On n'a rien de... Ouais, pas du tout. Mais ça, c'est extraordinaire, ce type de baraka que tu peux nous raconter, parce que c'est vrai, on s'imagine le théâtre comme juste un moyen de divertissement, mais c'est bien plus profond, quoi, que ce que ça peut t'apporter. Et c'est vrai que moi, je commence souvent les spectacles, les introductions au spectacle en disant bonjour, khouidak, salam alaikum. Bon, ça me permet de savoir vite qui est dans la salle, mais ce que les gens répondent. Mais il y a ce truc aussi, je commençais aussi mes chroniques sur BX1 à l'époque en disant ça. Bonjour, khouidak, salam alaikum. Et il y avait des gens, tout de suite, ils attrapaient des boutons. Salam alaikum, qu'est-ce que c'est, etc. Et, tout. Et moi, je suis tranquille, et je suis dans mon truc, quoi. Après, c'est revenu à plusieurs reprises, parce que je sais pas si tu te souviens, mais Sidra m'a dit la même chose la dernière fois. Elle m'a dit, quand je suis rentrée à Arras, on m'a dit salam alaikum, je me suis sentie chez moi. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable et tout. Je me suis dit, ben, comme quoi. Et alors, rejoint le vendredi, Médra. La famille, ça compte. Super. Ça, c'est l'atelier du vendredi. Alors, Pitcho, parle-moi un peu de ton parcours. Tu es diplômé en art de la scène avec tout ce que tu fais, j'imagine. Non, pas du tout. Je n'ai pas été diplômé. Pas du tout. Je suis diplômé en art du terrain. On va dire ça comme ça. Parce que je viens comme tu l'as si bien dit, je viens de l'école de la culture hip-hop. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a formé. Le fait d'apprendre des choses. Moi, je viens dans ma famille. Déjà, c'est très bizarre. Mon père, mes parents, ils écoutaient de la musique, mais pas à fond. Parce que d'habitude, on dit, ouais, les gens qui viennent du milieu musical, leurs parents, ils écoutent que de la musique, machin et tout. Mais moi, mes parents, pas du tout. La musique, je l'ai appris avec mes potes dehors, quoi. Le rap aussi, je l'ai découvert. Il n'y avait pas d'appréhension sur le hip-hop, que c'est pas... c'est... Mes parents, si. Ouais. Mes parents... déjà, moi, j'ai caché à mes parents que je faisais de la musique jusqu'à mes 18-19 ans. Et tu as commencé à quel âge, du coup? Moi, j'ai commencé à faire de la musique vers 15 ans. Wow. À chipoter un peu, hein. Donc on chipotait, on faisait un peu on essayait de danser, ça s'appelait. On bougeait quand on a commencé par le break, puis on a fait un peu de faux graffiti, vite fait, ça a duré 3 jours. Et puis on a trouvé sa voie avec le texte et le rap. Mais j'ai jamais dit à mes parents que je faisais de la musique. Je crois que mes parents, ils ont su, je crois que vraiment, quand ils ont vu, j'avais un clip qui passait à la télé, et ils ont vu le clip passer à la télé, quoi. Ils ont dit, quoi, c'est toi là, c'est Laurent. C'était comme ça. Donc oui, j'ai appris ça. J'ai appris comme ça sur le tas. Puis après, c'est vraiment des rencontres, des rappeurs de Bruxelles que j'ai rencontrés, notamment le collectif CNN, collectif souterrain aussi. Et avec eux, j'ai appris énormément sur vraiment sur la solidarité, sur l'état d'esprit. C'est quoi être Nous, on a grandi à l'époque du quartier. Tu vois, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout ça. Donc, on passait honnêtement, avec du recul, je me dis, mais en fait, nos parents, ils étaient fous. Ils nous laissaient dehors. On était dehors de 10h jusqu'à 18h, 20h, 21h, 22h. Parfois, on était, quoi. Et on était dans le quartier. Mais le quartier, c'était le monde. C'était une rue, 2-3 rues. Mais ça, c'était notre monde. Mais on était là quasi tout le temps. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, voyez, c'est pour ça qu'il y a une jeunesse désœuvrée. C'est parce que les parents abandonnent leurs enfants. Non, nos parents ne nous ont pas abandonnés. En fait, je pense que, avec du recul, moi, je le vois, et c'était vraiment comme ça. C'était eux. Mes parents venaient du Congo, de Kinshasa, où on a ce proverbe qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et je pense que eux, c'est ça leur état d'esprit. Moi, je me rappelle, il y avait des fois où mes parents partaient travailler, nous, on restait dehors, on n'avait pas les clés, on allait manger chez un pote turc. Ses parents nous recevaient comme si on était leurs enfants. Parfois, c'était l'inverse. Donc on était vraiment une espèce de petit village comme ça. Et donc moi, pour revenir à la question, moi j'ai appris vraiment sur le terrain. Je passais du rap au slam, à la poésie. De la poésie, j'ai fait un casting et je me suis retrouvé avec Peter Brook à faire le tour du monde avec deux créations. Et puis après, quand je suis revenu ici... Attends, prendre un moment pour en parler. C'est qui ce Peter Brook? Peter Brook, c'est... Parce que c'est une tête. C'est une tête. En tout cas, dans le théâtre traditionnel, c'est vraiment un maître, quoi. Oui, on peut dire c'est vraiment ça. C'est un maître, il est reconnu de manière internationale. Moi, quand je l'ai connu,
à l'époque, il allait sur ses 80 ans. Wow. C'est un Anglais qui a vécu en France. Il a été le premier, il était très très jeune directeur du plus grand théâtre en Angleterre. C'est le premier à avoir conceptualisé le fait d'avoir des acteurs qui venaient de partout pour raconter une histoire, peu importe les origines, peu importe machin. Juste le fait de pouvoir personnaliser en fait le personnage, en fait, peu importe tes origines, ouais. Et que même dans une même famille, par exemple, il y avait, je sais plus quelle pièce c'était, dans une même famille, le frère était syrien et le grand frère était malien, par exemple, ou burkinabé. Donc il faisait vraiment des mélanges et il a revisité des Shakespeare. Attends, et ça c'est quand ? Ça c'était dans les années... lui, il a fait son travail à lui. Ouais. Ouf, ça c'est 60, 70, 80, c'était vraiment un avant-gardiste. Et toi, tu as commencé avec lui, c'était quand même moi, j'ai 2000 commencé, non, début 2000. Ouais. J'ai fait avec lui de 2024 jusqu'à 2010. 2004 jusqu'à 2010. Et comment est-ce que tu es arrivé à collaborer avec Peter Brook ? Ça c'est une histoire... c'est une histoire qui... Il y a un embargo ? Il y a un embargo ? Non, pas du tout. C'est très étrange. En fait, moi... Un peu comme c'est intéressant parce que je me reconnais beaucoup dans ce que tu disais par rapport au théâtre. Moi, je viens du milieu rap. Un jour, je fais une petite pièce de théâtre très sympa avec Rosa Gasquet. Et il y a quelqu'un qui me dit, il y a un certain Peter Brook qui cherche des gens, tu dois passer si tu veux, tu peux passer un casting et tout ça. Moi, je suis en mode... allez, à l'époque, pour moi, tu m'aurais dit, il y a... je sais pas, un grand producteur américain qui cherche des rappeurs ou un producteur français, là j'aurais couru. Là tu me parles d'un producteur de théâtre, un gars de théâtre, de mise en scène, je me dis, qu'est-ce que j'en ai à foutre, pourquoi je vais aller. Donc je traîne les pieds, honnêtement, véritablement, je traîne des pieds. Et puis, et je vais voir des amis à moi, notamment Dema, qui est de Souterrain, et je lui dis, ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit que je devais aller à un casting d'un certain Peter Brook, tu connais. Et le gars il me dit, mais toi t'es fou, tu me dis, il faut que tu ailles. Je dis, mais c'est qui ce type ? Non, mais il faut que tu ailles. Et je vois une ou deux personnes comme ça qui me parlent de lui, genre c'est une sommité. Et donc j'y vais quand même, mais vraiment en traînant les pieds, mais tu peux pas imaginer. Donc j'arrive dans cette salle, c'était au Nova d'ailleurs, et je vois des gens que je connaissais de très loin, mais en même temps, je ne me sentais pas du tout en connexion avec eux. Je me dis, wow, le monde du théâtre, c'est ça. Est-ce que je veux faire partie de ce monde-là ? On t'a demandé de te mettre en slip sur scène ? Non. Okay. J'avais un peu peur de ça. Non, mais vraiment, pour te dire les a priori que j'avais à cet âge-là. Ouais. Et donc, j'arrive dans cet espace, je vois Peter Brook qui rentre et je vois tout le monde, bonjour. Moi, je dis, mais c'est qui ce type, ce vieux-là, tout le monde est là, comme si c'était un génie ou quoi, je comprends pas. Et donc, j'arrive, je passe le casting et il me demande, normalement, je devais avoir un texte. Déjà, j'avais pas le texte, j'ai jamais reçu le texte. Et puis il me dit, qu'est-ce que tu fais là ? Moi je dis, mais je sais pas, moi on m'a dit d'être là. Tu t'imagines ? Donc, le gars, je suis devant lui, il me fait, qu'est-ce que tu fais là ? Ben je sais pas, on m'a dit d'être là. Mais qui t'a dit d'être là ? Moi je sais pas, on m'a dit que je devais venir, que quelqu'un cherchait quelque chose, un artiste, donc je suis là. Puis il me dit, ok, d'accord, est-ce que tu as préparé un texte ? Quel texte ? Il doit y avoir un texte ? Quel texte ? Ah, ok, d'accord. Alors, est-ce que tu peux me faire une improvisation en partant du texte que tu as là ? Je dis, ok, je prends le texte et moi en fait, je lis le texte, mais à l'époque, je faisais de l'impro en rap. Je faisais des rimes, tout ça. Et quand il m'a parlé d'impro, moi, je ne connaissais pas l'impro théâtrale. Donc, je suis parti en impro freestyle. Excellent, donc, j'ai commencé à rapper les textes. Je prenais des brides du texte qu'il me demandait. Extraordinaire. Et je prenais des trucs, j'essayais de mettre des rimes dedans et je faisais du flow. Et apparemment, il a aimé. Parce qu'après, il était là, il disait, c'est marrant, c'est cool ce qu'il fait, c'est marrant. Ouais. Et puis à la fin, franchement, je croyais que j'avais éclaté mon casting. Et je sors de là, et puis il me dit, est-ce que ça vous dirait de partir en tournée, machin, nanana. Wow. Et moi, je dis, ouais, je sais pas, je vais voir. Je sais pas, je dois regarder, machin. Et puis je suis parti de là en mode, voilà, ça c'était ma première rencontre avec Peter Brook. Et moi, je me suis rendu compte, enfin, je connaissais un peu Peter Brook.
c'est pas que je m'en suis rendu compte, parce que je te connais, je vois un peu qui est Peter Brook et tout. Et je parlais de toi, je parlais du spectacle qu'on a fait ensemble, Replay. Et je parlais de toi, un directeur de théâtre. Et je dis Picho Makonga, il réagit pas. Je dis artiste associé au KBS, il réagit pas. Et puis je dis, il a été notamment formé par Peter Brook. Et, ah bon, tout de suite. Alors tout de suite, c'était quelque chose, quoi. Toi, Hanan, est-ce que tu te souviens de ta première scène? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que ça a évoqué en toi? La première scène, celle qu'on a jouée devant tout le monde ou de sortie d'atelier, ou même qu'on a joué devant tout le monde aussi. Mais, de ce que j'ai dans mes souvenirs, je n'étais pas réellement stressée. Ah, ok. Parce qu'avec le groupe, on était hyper à l'aise. Je me rappelle plus. Ah si, il me semble que c'est... Parce que je me rappelle plus exactement la première, mais celle qui me vient en tête, en tout cas, c'était avec... T'imagines si un jour tu dois raconter tes mémoires et le truc il y a 3 ans, je sais plus. Tu vois. Là, moi, je me souviens, j'avais 15 ans, je faisais du rap et Mais ce qui était sympa, par contre, c'est que on avait libre choix au niveau de la thématique et tout. Et étant donné qu'on était un petit groupe, on a rapidement su se mettre en accord sur la thématique. Et je me rappelle qu'on avait décidé de faire que mon frère, Souli, allait se marier avec une rif et que c'était le truc de folie. Et franchement, ça s'est très bien passé. Je me suis sentie à l'aise, je dirais. C'est vrai qu'on a joué 2 fois. À Bizet, c'était un plus petit comité. J'étais peut-être un peu plus stressée quand on a joué à l'épicerie parce qu'il y avait un peu plus de personnes. Mais en tout cas, quand tu es sur scène, tu es rapidement à l'aise, je dirais. Mais Et toi, t'as jamais pensé en faire un métier, le théâtre? En fait, plus je prends de l'âge et plus je me pose la question. Mais j'en ai pas assez réfléchi. En tout cas, à l'heure actuelle, ce que je sais, c'est que le théâtre, c'est la seule chose qui me fait réellement vibrer. Genre, quand je vais travailler, je suis là en mode... je travaille. Alors, tu travailles où déjà? Comme ça, on prévient ton... En plus, j'allais dire... J'ai toujours été passionné par l'idée de ne pas mourir de faim. Donc, ranger, voilà... Mais par contre, par exemple, le mercredi, je travaille jusqu'à 16h. Et de 18 à 20h, j'ai initiation. Mais l'initiation, je vais avec un sourire, hein, même si c'est à la fin de la journée. J'ai ce truc où tellement ça me passionne. Et pourquoi, par exemple, tu n'as pas été dans une école de théâtre? Pourquoi tu es venu ici chez Ras Hanout? Ou pourquoi même ici chez Ras Hanout, tu ne vas pas dans une école ou, tu vois, qu'est-ce que... En fait, à cette période de ma vie, je me rappelle que dans ma prière, je demandais souvent à Dieu, Ya Rabbi, fais-moi vivre quelque chose que j'aurais jamais pensé vivre. Fais-moi découvrir quelque chose que je n'aurais jamais pensé découvrir. Et je sais pas, j'étais sur Insta et je vois Ras Hanout, cours d'initiation, théâtre. Moi, j'ai pas cherché plus loin. Je me suis dit, c'est un signe. Vraiment, pour moi, c'était un signe. Je me suis dit, mais cool. Après, je t'avoue que pour moi, c'était une évidence. J'ai pas cherché plus loin. Et pour finir, je regrette pas du tout. Moi, ma première scène, c'était à l'ULB, parce que j'étais étudiant en sciences économiques. Et j'ai appris énormément de choses à l'ULB, sauf les sciences économiques. Et donc, je me suis engagé dans des cercles étudiants, notamment le cercle des étudiants arabo-européens. Et rien que de le dire, c'est aussi ça aussi qui a nourri, comme tu disais, l'identité très assumée de Ras Hanout, parce qu'il y avait un grand tabou autour de nos musulmans à l'université libre de Bruxelles. Tu peux être libre d'une certaine manière. Voilà. Et donc, cette appellation un peu bâtarde de arabo-européen, je ne l'ai jamais compris et on ne pouvait pas en changer. C'était comme ça. Bref. Et donc, moi, ma première scène, ce n'était pas avec ce cercle-là, c'était avec le Librex, le cercle du libre examen. Et donc, j'avais un ami qui organisait une journée Sortons de nos ghettos et il avait invité Pichi Banda. Et qui est un formidable humoriste belgo-congolais et qui avait son spectacle Un fou noir au pays des Blancs. Et moi, à cette époque, j'étais super fan de tout ce qui est Gad Elmaleh, Jamel Debbouze. J'insiste, c'est à cette époque. Parce que... et donc, j'avais écrit un stand-up pour un... En fait, c'était pour autre chose même. C'était un stand-up sur le salon du mariage musulman. Et donc, j'avais écrit un stand-up là-dessus sur le mariage musulman. Et donc, moi, j'ai attaqué tout le monde à la mitraillette, hein, tu vois. Tout ce qui est... En fait, tous leurs exposants qui étaient là, ils allaient tous en prendre. Les hommes, les femmes, les intermédiaires de mariage, les negafa, tous ces trucs-là. Et ils m'ont dit non, ils étaient morts de rire quand je leur ai fait la présentation. Et ils m'ont dit non, je crois que ça va être trop choqué et tout. Et donc, j'étais très frustré. Et Spot du Librex, il m'a dit, vas-y, moi, j'ai un humoriste congolais, il
viens, Pichi Banda, si tu veux, viens te faire sa première partie. Je dis, vas-y. Et donc, je me retrouve devant 300 personnes à l'auditoire Chavannes que je connais pas. Ils savent pas, ils me connaissent pas, mais ils savent même pas que je vais faire une première partie. Donc, public très très froid au début. En plus, public vachement blanc parce que tout le public était relié à ce... Parce que moi, j'étais bénévole à ce moment-là au Cercle des étudiants arabo-européens. Il y avait une grande conférence au Janson en 2003 sur le choc des civilisations. Juste après. Et donc, tout le public qui me ressemble un peu, il n'est pas là. Et 300 personnes. Et au début, c'est froid de fou. Et ensuite, ça marche de plus en plus, ça monte en diesel. Et ça marche de plus en plus. Et pour moi, le théâtre, c'est un peu... Ce qui m'a vraiment plu là-dedans, c'est que j'ai pu trouver un moyen de m'exprimer, aussi de communiquer, de me connecter à des gens et de communiquer aussi avec une complexité aussi. Parce que je me dis souvent, quand je voyais les débats du dimanche, j'ai vite décroché, je dis mais les gens, il faut que se prendre la tête, ping-pong, mais tu comprends rien, tu retiens rien. Et en tout cas, pour moi, il y a les cartes blanches, il y a les livres, etc. Et tout ça fait appel à l'intellect. Mais je trouve ce qui est formidable avec l'art, c'est qu'on fait appel à des choses qui sont... Parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas juste des êtres rationnels. On fonctionne avec ça, on fonctionne avec tout notre corps. Et donc, c'est depuis lors que ça a vraiment pris, quoi. Avant même, c'était 7 ans avant de lancer officiellement Ras Hanout. Et est-ce que vous voyez aussi une différence, que moi, en tout cas, je l'aperçois vachement, entre des artistes qui sortent des écoles ou des institutions et des artistes autodidactes? Parce que Mike disait justement qu'il préférait être avec des artistes autodidactes parce que souvent les artistes qui sortent des institutions viennent avec des idées qui sont un peu formatées. En fait, formatées, inscrites. Mais je trouve, je sais pas par rapport à ça spécifiquement, mais ce que je trouvais intéressant, c'est la question que tu avais posée sur est-ce que tu as déjà eu envie d'en faire un métier? Ouais. Pour moi, moi, j'ai jamais eu cette idée d'en faire un métier, vraiment. Hein, c'est vraiment des questions que je me pose par rapport à certains artistes. Je me dis, il y a quelque chose de l'ordre de la nécessité qui est beaucoup plus au-dessus qu'un métier. Et en tout cas, sauf quand tu fais un métier qui est de l'ordre de la nécessité. Parfois, je pense que voilà, il doit y avoir des médecins, il doit y avoir des profs, il doit y avoir des assistants sociaux qui font ça parce que c'est vraiment inscrit en eux, je pense. Et je pense que tu as des artistes, c'est inscrit en eux. C'est de se dire, OK, j'ai une certaine nécessité à faire ça, boulot ou pas boulot, que je gagne de l'argent ou que je gagne pas d'argent avec ça, ben, je reste sur le terrain et je fais ce que j'ai à faire, en fait. Pour te dire, moi, jusqu'au moment, même quand je travaillais avec Peter Brook, j'avais fait 4 ans de boulot avec lui. J'avais un coin dans ma tête qui me disait, OK, quand ça va être fini, tu vas te retrouver au Quick ou au Carrefour à travailler dans les rayons. Parce que déjà, je voyais vraiment pas d'issue ici en Belgique. Je connaissais quelques acteurs afro et tout ça, mais j'en voyais pas qui en vivaient, qui pouvaient s'en sortir vraiment. Et donc, cette question-là de métier, c'est assez particulier parce que pour moi, ce n'est pas un rapport de métier, c'est un rapport de la nécessité d'aller vers les gens, comme tu dis, d'être en contact et d'être en connexion avec ce que toi, tu appelles quelque chose qui te passionne et qui te fait vibrer, en fait. Tu me disais, d'ailleurs, pendant le Covid, on a beaucoup travaillé ensemble et... tu me disais, les artistes qui courent après les cachets, pendant le Covid, ils ont perdu les cachets. Et les artistes qui couraient après leurs projets, et ils ont développé les projets, ils ont trouvé les cachets derrière. Ouais, parce que pour moi, c'est une question de... je sais pas, enfin, moi, avant, par exemple, voilà, là, je suis inscrit dans je sais comment ça fonctionne, les questions autour des subventions, des bourses et tout ça. Nous, on n'a pas été éduqués avec ça. On a appris qu'il y avait ces possibilités-là. C'est une des raisons, je pense, pour lesquelles, entre guillemets, si on doit parler d'être en avance ou d'être en retard, c'est une des raisons pour lesquelles on est en retard. Parce que nous, on a appris qu'on a travaillé 10 ans sans savoir qu'en fait, on pouvait demander des subsides. On a travaillé 10 ans parce que pour nous, c'était important, parce que c'était nécessaire. Et maintenant, on a à peine appris qu'on pouvait en avoir, qu'on a compris qu'on ne va plus en avoir. Qu'on va retirer. Donc, c'est ça un peu le truc où... par moment, moi, il m'est déjà arrivé de me prendre la tête avec certaines personnes qui disent, voilà, je vais faire un truc, je ne reçois pas d'argent pour faire ce que j'ai envie de faire, et ça m'énerve parce que c'est toujours les mêmes qui reçoivent. Et je dis, mais en fait, si tu as l'argent, tant mieux.
Mais si tu n'as pas d'argent, qu'est-ce qui t'empêche de ne pas le faire? Ouais. C'est une question de si vraiment au fond de toi-même, il y a quelque chose qui doit sortir parce que ça vient du ventre, comme on dit, ça va sortir. Ouais. Et ça va toucher son public. Il y a quelque chose de comme ça qui pour moi est important. Et je pense que quand tu sors d'une école, tu rentres dans le même concept que quand tu sors d'une école normale. Ouais. C'est-à-dire, j'ai fait des études dans ça, il faut que je trouve du boulot dans ça, obligatoirement. Alors, tu es dans un process de boulot et tu n'es plus dans un process de nécessité, de dire j'ai envie de raconter une histoire. Parce que j'ai envie de raconter une histoire, je vais trouver le terrain, je vais trouver les moyens de raconter mon histoire. Non, ça devient un endroit où tu te dis bah, ça va remplir mon frigo. Je préfère remplir mon frigo avec ça qu'avec autre chose. Tu vois. Moi, en tout cas, ça me parle beaucoup parce que dans toutes les 15 années d'expérience de l'Ashadot, il y a eu aussi beaucoup d'erreurs et je trouve qu'il y a des moments où on s'est vraiment perdu. On a essayé de devenir une institution, de fonctionner comme une institution et on n'en avait pas les moyens, mais en fait, c'était pas ça le projet. Et il y a cette question de, comme tu dis, en fait, je suis là parce que je dois parler de ça. Je dois parler parce que c'est mon histoire, c'est une histoire et du coup, il y a une difficulté aussi à collaborer avec des gens qui ont d'autres attentes. Et c'est pour ça que là, je suis assez content de pouvoir aussi remettre un peu. Dans le podcast précédent, on avait parlé de la question de l'entrepreneuriat qui pour moi est clé et que tu décris aussi. Et toi, pourquoi tu montes sur scène? Voilà, quand tu joues par exemple l'Ifet Met, qu'est-ce qui t'anime? En plus, j'allais dire c'est parce que ça m'anime. J'ai dit oh. Désolé. Ça... Ouais, je dirais que ça m'anime, même si, bon, c'est la réponse à Ouais, la... pourquoi? Ça me permet d'être quelqu'un d'autre, Ouais. d'être en même temps aussi moi-même, alors que c'est contradictoire. Hein. Mais sur scène, en vérité, j'ai cette impression d'être totalement libre. Ouais. Même si je joue un rôle, hein. Ouais. Mais... J'allais dire personne ne le sait, mais si le public... T'as vu ta dernière vidéo sur TikTok où tu parles en riff? Oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ma soeur, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit « T'as osé faire ça, parler au rythme comme ça dans une vidéo ?» Mais j'ai eu du mal à me regarder, à entendre ma voix, parce que j'ai ces appréhensions à me dire « Est-ce que vraiment la vidéo, elle est bien Mais quand j'ai vu les commentaires, j'étais assez ravie, parce qu'il y a une femme qui a dit « Oh, c'est complètement ça, c'est complètement ce que les femmes vivent tous les jours, que Dieu protège nos mères, ou un truc comme ça. » Que Dieu nous pardonne aussi, elle a dit. Que nous pardonne. Et je me suis dit, ça me parle et ça parle aussi à d'autres personnes en vérité. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est ta réponse. Alors, en tout cas, c'était très parlant ce qu'il a dit. Hein. Après, je me demande si ce n'est pas aussi la société qui fait que, tu vois, par exemple, au niveau des études, on fait nos 3 ans. Puis on sait qu'après les 3 ans, on va travailler, on va gagner de l'argent. Après le travail, on va dormir et puis rebolote le lendemain. J'ai l'impression que c'est ce qu'on nous apprend aussi au fur et à mesure des années. Et il n'y a pas ce truc où on se dit, la nécessité ou qu'est-ce qu'on veut réellement faire. Moi, je ne me suis pas, une fois les secondaires finis, je ne me suis pas posé la question réellement de ce que je voulais devenir ou ce que j'aimais faire. C'était une évidence pour moi que j'allais continuer mes études, mais que j'allais juste continuer, pas parce que réellement je voulais continuer mes études, hein. Mais je ne me suis pas posé la question personnellement. Ouais, parce que la question c'est aussi comment est-ce qu'on en vit aussi à un moment, ou est-ce que ça reste toujours quelque chose à côté, parce que moi je vois aussi la différence. Moi je suis à temps plein là-dedans depuis 2021 et je me débrouille d'une manière ou d'une autre, mais quand je travaille avec des artistes qui sont pour moi des artistes mais qui ont une autre occupation principale, c'est-à-dire quand tu viens avec l'énergie de fin de journée, l'énergie de fin de semaine, répéter, travailler, tu vois que tu viens de travailler avec les restes en réalité, et travailler en journée comme notamment on a pu le faire pendant le Covid et tout. Enfin, moi, c'est des journées où je sors, moi, je suis... Ouais. Et c'est ça que je dis. J'ai dit, pour moi, si tu sors pas d'une journée de répétition avec des crampes, c'est que tu n'as pas travaillé. C'est vraiment, tu dois être fatigué mentalement, parce que tu t'es posé 10 000 questions, fatigué physiquement et tout. Mais la question, comment est-ce qu'on en vit aussi, tu vois? Mais pour moi, c'est l'inverse. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est pas comment est-ce qu'on en vit, c'est... comment est-ce que ça nous fait vivre, tu vois? Les poètes. Non, parce que quand je parle de... C'est ça, parce que moi,
moi, je le faisais. C'est-à-dire à l'époque, quand... C'est vrai que c'est une question que je me posais déjà jeune, maintenant qu'on en parle. J'allais à l'école. Ouais. Et après, j'allais retrouver mes potes Ouais. en studio et on faisait des trucs et tout. Et je me disais, chaque fois, je me disais, mais en fait, si je vais pas à l'école et que je viens en journée, que je passe mes journées en studio, je vais être meilleur. Ouais. Et en fait, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, le fait d'aller à l'école, c'est ta vie. Ouais. Et l'endroit artistique, quand tu arrives dans l'endroit artistique, c'est tout ça que tu vas raconter. Ouais. Donc maintenant, si tu n'as pas ces à côté, qu'est-ce que tu vas raconter? De quoi tu vas te nourrir quelque part? Et je pense, c'est pour ça que je parle encore pour moi de l'endroit artistique. C'est ça qui est particulier. C'est pas comme vendre quelque chose, un matériel. Tu dis c'est concret, c'est machin. Il y a vraiment un truc de... Moi, j'adore les histoires, par exemple, celle qui a écrit Harry Potter. On se dit, ouais, qu'elle a écrit son bouquin, elle était en galère, elle allait dans les cafés, elle écrivait avec ses gosses, machin et tout. Mais le livre est sorti parce qu'elle avait la nécessité d'écrire. Ouais. Si maintenant elle était dans un truc où elle était en mode, oh, mais en fait, le plus important, c'est... Donc, tu vois, et ça, il y a un truc où il y a des gens que tu sens, que tu dis, ok, le mec, il travaille toute la journée, mais quand il vient le soir, il vient le soir, et il a son truc, et il bosse parce que c'est important pour cette personne, tu vois. Et c'est là que je trouve que qu'il y a une clé. Et effectivement, j'ai eu la chance très vite d'arriver, en tout cas à l'époque très vite. J'ai travaillé avec Peter Brook, j'avais quand même déjà 30 ans, un peu moins de 30 ans. Mais avant, jamais je me suis posé la question de me dire, je vais travailler dans le monde artistique. La télé, tout ça, même si je fréquentais beaucoup de gens qui étaient dans la télé, qui étaient des danseurs, qui travaillaient à la radio et tout ça, mais pour moi, c'était un endroit où tu gagnais de l'argent un peu pour aller manger au snack. Mais finalement, tu arrives, parce que je veux dire, comme ça me rappelle aussi quand on a commencé à collaborer sur la pièce Replay, je t'ai dit, j'ai pas d'argent. Tu m'as dit, bon, c'est pas grave, on va trouver. Ouais, c'est ça. C'est un état d'esprit tout à fait différent. Ouais, il y a des gens, ah non, je peux pas travailler dans ces conditions, j'ai besoin d'avoir une garantie, j'ai besoin d'avoir la sécurité. Toi, et effectivement, on a trouvé. Même... Mais aussi parce que d'une certaine manière, moi, j'ai toujours cru que la sécurité est une illusion. Tu vois? Parce que y a rien. Même si on s'accroche à des trucs, c'est toujours un moment. C'est toujours un moment. Il n'y a rien qui t'assure que, voilà, tu vas avoir. Okay. Et donc, du coup, il y a ce truc de la gagne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu crois. Il faut se battre, il faut y croire. Si toi, tu n'y crois pas, il n'y a personne qui va te faire te mettre ta nourriture sur la table. Alors, vous savez qu'on est en train de rénover l'épicerie, qui est le QG de Ras Hanout. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de la construction? Ouais. Moi, je trouve qu'il y a une grosse rénovation. Ça, moi, c'est ce que je sais. Je sais que tu cherches beaucoup d'argent. Ça aussi, je sais. Et je dois aussi dire que par rapport à ce que vous faites, ce que vous mettez en place, je suis très, très admiratif. Merci. Parce que je ne sais pas s'il existe d'autres structures comme le vôtre, en dehors du communautaire ou pas, mais qui à l'heure d'aujourd'hui, prend une maison, décide d'en faire une maison culturelle, sans rentrer dans une demande spécifique par rapport aux institutions, par exemple. Et que c'est vraiment juste des personnes qui se mettent ensemble et qui font un truc avec une certaine ambition. On n'a plus ça en Belgique, je trouve. C'est plus des trucs de, oui, je vais construire un truc, je vais demander un machin et ça va devenir une grosse institution où les directeurs vont changer, où les machins vont changer. Là, vous êtes dans quelque chose que je trouve qui est assez humain, dans un rapport assez humain. Et vraiment, je suis très, très, très admiratif de la manière dont vous construisez les choses, quoi. Merci. T'as hâte de retrouver l'épicerie, toi? Franchement, moi, j'ai pas beaucoup connu l'épicerie parce que j'étais surtout à Bizet. Mais j'ai vraiment hâte. En plus, quand j'ai vu les futurs... Ah, t'as vu les 3D, toi? Ouais, vas-y, raconte. Tu veux que je te décrive le truc? Ouais, parce qu'on les voit pas, vas-y. Alors, on a une petite salle. Enfin, en tout cas, pour la salle où on va jouer. En haut, on a, pour Mahir, la régie, vitrée, il me semble, un truc comme ça, non? Ah, t'as vu, ok. Mais bon, je sais pas si vous arrivez à vous projeter avec mes explications, là. Tu sais quoi, à mon avis, tu devrais peut-être suivre un atelier théâtre pour apprendre. Mais moi, je le vois. Ouais, tu le vois, Ah là là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ras doit continuer d'exister, hein.
Inch'Allah, Inch'Allah. Ben donc là, la campagne sur laquelle on travaille, c'est effectivement la Baraka. Et en fait, on invite toutes les personnes qui souhaitent à financer symboliquement un siège, puisque notre nouvelle salle aura une capacité de 128 sièges. En fait, on commence par le haut. On a parlé de la toiture, il y aura des panneaux solaires, il y aura une toiture végétalisée. Et le fait d'avoir isolé cette toiture va nous permettre d'avoir une vraie salle au niveau de la hauteur, au niveau de la largeur. On aura un plateau de 10 mètres sur 5 et une salle un peu plus grande, mais qui restera une taille assez, je dirais, intime, quoi. Donc c'est 128 places. On part de 90, on a 128. Et alors on propose aux gens de financer symboliquement un siège, seul ou en groupe, en famille, etc. Et en finançant symboliquement, ben, les gens peuvent mettre leur nom sur ce siège. Donc voilà, un petit siège Hanan, un petit siège Picho. Ça serait... Et je trouve que ça raconte aussi quelque chose sur cette écriture sur le siège, sur comment... connexion, qui contribue concrètement. Et donc voilà, ça c'est un financement symbolique de 1 000 €. Et en plus, jusqu'à la fin de l'année, il y a une déduction fiscale de 45%. Donc quand tu finances 1 000 €, ben, tu récupères 450 via les impôts. Il faut faire ça avant la fin d'année, parce que le gouvernement est en train de serrer même cette déduction fiscale. Mais donc on prend tous les chemins qui sont possibles. Tu dis quoi? Ils sont en train de serrer, quoi. Ouais. Mais effectivement, nous on y croit. On y croit, Inch'Allah, même si ça sera peut-être plus difficile que ce qu'on avait imaginé. Et voilà, je laisse un petit mot de la fin, peut-être pour comment vous êtes senti. Deuxième épisode entre nous. C'est bien, franchement, pour moi, j'ai l'impression que c'était court, mais c'est chouette. C'est-à-dire que ça s'est bien passé, que c'était sympa. Merci. Même moi, je me suis dit, c'est déjà fini. Franchement, c'était sympa. J'étais un peu stressée, mais pour finir, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Ouais, moi, merci et beaucoup. ravi d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi, de même. Mais c'est ça que je trouve génial avec ce format, c'est même si on se connaît depuis des années, parce que toi, ça fait aussi plus de 10 ans maintenant. On travaille ensemble. Et on en apprend tous les jours. Donc voilà, merci à vous. Moi, j'ai juste soif. J'ai envie de boire dans ma tasse El Hanout. Et voilà, merci.